En 2006, alors que le marché aérien intérieur indien était encore dominé par des transporteurs nationaux à service complet aux structures de coûts pléthoriques, une nouvelle compagnie aérienne passa une commande avant même d'avoir opéré le moindre vol. Indigo s'engagea pour 100 monocouloirs Airbus A320. La commande choqua l'industrie. Les analystes la qualifièrent d'imprudente, car l'aviation indienne était un cimetière d'ambitions déchues. Kingfisher allait bientôt s'effondrer. Air India saignait de cash. Jet Airways s'éparpillait à outrance. Mais Indigo avait fait un pari différent, débarrassé de toute complexité non essentielle. Marge minimale pour la distraction. Un seul type de monocouloir. Une seule classe cabine. Une seule obsession des coûts. Pendant près de 2 décennies depuis, l'aviation indienne a accepté une vérité douloureuse. Le long courrier international appartenait à quelqu'un d'autre. Les passagers indiens volaient à l'étranger via Dubaï, Doha, Abu Dhabi, Mascate, Bahreïn ou Istanbul. La géographie l'emportait toujours. L'Inde avait les passagers, le Golfe avait les avions. Puis, en avril 2024, Indigo passa sa première commande de gros porteurs, 30 Airbus A350-900. En octobre 2025, elle doubla cet engagement à 60 appareils fermes avec des options pour 40 de plus. Les livraisons débutent en 2027. Rajoutez à cela 40 Airbus A321 XLR, dont le premier sera livré en janvier 2026, et Indigo est en train de construire une machine long courrier au sein d'une compagnie qui a passé 18 ans à refuser d'en bâtir une. Mais voici ce qui n'a aucun sens. Indigo est devenue la plus grande compagnie aérienne d'Inde en refusant d'agir comme Air India. 60 gros porteurs ne rivaliseront pas en échelle avec Emirates. Ils ne surpasseront pas Singapore Airlines en classe. Ils ne reproduiront pas la machine premium de Qatar Airways. Ils n'égaleront même pas immédiatement l'empreinte actuelle de gros porteurs d'Air India. Pourtant, chaque transporteur du Golfe, chaque compagnie nationale européenne et une Air India fraîchement recapitalisée observent Indigo avec inquiétude. Alors, comment une compagnie aérienne bâtie sur l'opposé du long courrier peut-elle soudainement menacer des empires construits sur celui-ci ? Pour comprendre pourquoi Indigo mise son identité sur les gros porteurs, il faut comprendre pourquoi la compagnie a passé 2 décennies à les éviter. Le succès d'Indigo reposait sur une mécanique de simplicité délibérée. Des monocouloirs, des tarifs bas, une configuration dense, une envergure domestique, des opérations simples, une utilisation intensive des appareils. En maintenant une flotte uniforme d'appareils de la famille A320, la compagnie a minimisé les coûts de maintenance, simplifié la formation des équipages et maximisé les temps de rotation des avions. Elle a évité précisément les éléments qui détruisent habituellement les compagnies aériennes. Les flottes complexes, les routes long courrier de prestige, les cabines premium, les services multiclasses, les opérations de hub coûteuses. En mars 2025, la flotte d'Indigo avait atteint 434 appareils avec un carnet de commandes en cours de près de 1000 avions Airbus supplémentaires. Pour l'exercice clos en mars 2025, la compagnie a affiché un bénéfice net de 30,6 milliards de roupies indiennes, avec une marge bénéficiaire nette de 13,8%. Ce ne sont pas des chiffres qu'un transporteur à bas coût produit par accident. Ils sont le résultat d'un modèle si discipliné qu'il en est devenu ennuyeux. Et l'ennui, dans l'aviation, est rentable. Ainsi, lorsque la commande de gros porteurs d'Indigo est tombée, la question n'était pas de savoir si la compagnie disposait du capital. Il s'agissait de savoir si elle avait l'identité nécessaire pour absorber ce que les gros porteurs exigent réellement. Car acheter des gros porteurs est facile, comparé au fait de les remplir de manière rentable. Durant des décennies, l'Inde a généré une énorme demande internationale, mais une grande partie de la valeur s'échappait à l'étranger. Les voyageurs indiens partaient à l'étranger sur Emirates via Dubaï, sur Qatar Airways via Doha, sur Etihad via Abu Dhabi, sur Turkish Airlines via Istanbul. Les transporteurs du Golfe ont bâti des empires sur le trafic indien. Ils offraient un accès en une seule escale vers l'Europe, un accès en une seule escale vers l'Amérique du Nord, des produits haut de gamme solides, d'énormes plateformes de correspondance, des flottes massives de gros porteurs. À la fin du mois de mars 2026, Emirates comptait 277 gros porteurs. Qatar Airways dispose de 207 gros porteurs passagers. Etihad aligne 83 gros porteurs.
L'arsenal combiné de gros porteurs de seulement 3 transporteurs du Golfe dépasse 560 appareils, presque tous fortement dépendants du trafic indien. L'Inde avait les passagers, le Golfe avait les avions, et la valeur suivait les avions. Considérons un itinéraire hypothétique à $1000 de Lucknow à Londres via Dubaï. Le court tronçon indien pourrait rapporter $100 à un transporteur local. Les $900 restants, couvrant le long segment Dubaï-Londres, les suppléments carburant, les marges haut de gamme et les frais de plateforme affluaient entièrement vers les Émirats arabes unis. Le trafic passager international en provenance de l'Inde devrait continuer d'augmenter. La classe moyenne indienne s'étend. La diaspora est immense, la demande sortante explose. Le trafic existait, il transitait simplement par la plateforme de quelqu'un d'autre. Le marché Inde-Golfe n'est pas une simple concurrence libre. Il est façonné par des accords aériens bilatéraux qui limitent le nombre de sièges que les compagnies aériennes de chaque pays peuvent exploiter. Le quota de sièges entre l'Inde et les Émirats arabes unis est plafonné à environ 65 000 sièges hebdomadaires depuis plus d'une décennie. Sir Tim Clark, président d'Emirates, a déclaré publiquement « Pour chaque siège que nous vendons, il y a probablement 10 preneurs ». Les compagnies du Golfe veulent davantage d'accès aux villes indiennes. Les compagnies indiennes veulent que le gouvernement tienne bon pendant qu'elles développent leurs propres capacités long courrier. Si l'Inde accorde dès maintenant davantage de droits aux transporteurs du Golfe, Emirates et Qatar Airways croîtront plus vite qu'Indigo et Air India. Si l'Inde restreint l'expansion du Golfe, les transporteurs indiens disposeront de temps pour bâtir leur propre réseau. Le véritable combat ne se déroule pas seulement dans le ciel, il se joue dans les accords bilatéraux. Mais la protection est une arme à double tranchant. Un mur bilatéral peut faire gagner du temps à Indigo. Il ne peut pas lui offrir un modèle économique long courrier. L'A350 n'est pas seulement un nouvel avion pour Indigo. C'est l'aveu que les monocouloirs seuls ne peuvent pas remporter la prochaine guerre aérienne de l'Inde. L'A350-900 confère à Indigo une véritable capacité long courrier. Il permet d'établir des liaisons sans escale depuis l'Inde vers l'Europe de l'Ouest, le Royaume-Uni, l'Asie de l'Est, l'Australie, potentiellement certaines régions d'Afrique, ainsi que des dessertes sélectives en Amérique du Nord selon la configuration. Vient ensuite l'A321 XLR. Avec un rayon d'action allant jusqu'à 8700 km, il permet à Indigo de rejoindre Athènes, l'Asie centrale, l'Afrique de l'Est et le Moyen-Orient avec l'économie d'un monocouloir. Le premier A321 XLR a été livré en janvier 2026 et immédiatement déployé sur la liaison Delhi-Athènes. C'est l'A350 qui fait la une, mais l'A321 XLR pourrait bien être l'appareil qui convient le mieux à Indigo. Indigo n'a pas attendu ses A350. La compagnie a signé un contrat de location avec North Atlantic Airways portant sur des Boeing 787-9 Dreamliner avec une montée en puissance jusqu'à 6 appareils. L'accord présente une structure particulière. North fournit les avions, l'équipage de cockpit et la maintenance. Indigo fournit le personnel de cabine et gère la commercialisation. Cela permet à Indigo d'apprendre les opérations long courrier avant l'arrivée de ses propres A350. Le premier 787-9 loué est entré en service en mars 2025 sur la liaison Delhi-Bangkok. En juillet 2025, Indigo a lancé Mumbai-Manchester et Mumbai-Amsterdam. North est un partenaire étrangement idéal. North Atlantic dispose de 787 longs courriers. Indigo possède des passagers et un poids de marque en Inde, mais aucune expérience des gros porteurs long courrier. C'est un mariage de problèmes opposés. North a des avions en quête de travail stable, Indigo a des ambitions long courrier en attente d'appareils, North offre à Indigo ce qu'Airbus ne peut pas encore livrer, du temps. Mumbai est un solide marché d'origine long courrier. Il bénéficie d'une demande d'affaires, de voyageurs fortunés, d'un trafic lié à la diaspora et d'une connectivité internationale. L'Europe constitue l'une des premières régions les plus logiques pour les gros porteurs. Des liaisons comme Manchester et Amsterdam ont du sens, car elles répondent à une forte demande issue de la diaspora et des visites à la famille et aux amis. Elles évitent les mégaroutes les plus férocement concurrentielles. Elles s'inscrivent dans un profil de mission réaliste pour les 787 et A350. Mumbai est également devenu plus utile alors que les restrictions de l'espace aérien pakistanais ont affecté les liaisons entre le nord de l'Inde et l'Europe. Sur une route long courrier, la géopolitique peut se traduire directement par la facture de carburant.
L'Europe est la première étape évidente. Le problème, c'est que les routes évidentes attirent une concurrence évidente. Air India, British Airways, Lufthansa, Air France KLM, Turkish Airlines, Emirates, Qatar Airways, Etihad. Les premières liaisons européennes sont faciles à imaginer. La 50e route en gros porteur, voilà la partie difficile. Un monocouloir peut être redéployé sur des dizaines de routes courtes. Un gros porteur est beaucoup moins indulgent. Si une route long courrier échoue, les pertes peuvent être brutales. Les gros porteurs ont besoin d'une forte demande premium, de revenus cargo, d'une capacité de vente long courrier, d'une distribution mondiale, d'alimentation aux deux extrémités, de partenariat, d'accès aux créneaux, de confiance dans la marque. Sur un gros porteur effectuant une mission de 9 à 15 heures, les temps de rotation comptent moins. Le carburant représente jusqu'à 40% du coût d'exploitation total, rendant les marges hypersensibles au prix du pétrole. Les équipages nécessitent des viviers de pilotes plus importants et des escales hôtelières coûteuses. Les perturbations se propagent en cascade. Indigo a maîtrisé l'art de remplir les avions. La question est de savoir si elle peut maîtriser l'art de remplir l'avant de l'avion. Pour compenser ces coûts, les vols en gros porteurs s'appuient traditionnellement sur des cabines premium à fort rendement et du fret en soute pour subventionner les sièges en classe économique. Cette logique oblige Indigo à faire précisément ce qu'elle a évité pendant 2 décennies, installer une véritable classe affaires. Il existe un problème logistique plus profond. L'efficacité d'Indigo sur le marché intérieur reposait sur des vols point à point avec des rotations rapides. Exploiter des gros porteurs long courrier exige l'inverse, un modèle en étoile hub and spoke. Pour remplir un A350, Indigo doit regrouper des passagers en provenance de dizaines de villes indiennes plus petites. Les avions doivent attendre au sol par vagues synchronisées afin que les passagers puissent assurer leur correspondance. Ce temps d'immobilisation nécessaire détruit activement l'avantage central des compagnies low cost, l'utilisation maximale des appareils. Les hubs du Golfe fonctionnent parce qu'ils regroupent le trafic de dizaines de villes indiennes au sein d'un seul réseau mondial. Le défi d'Indigo est d'internaliser ce modèle à l'intérieur des frontières indiennes. Indigo possède déjà les rayons. La question est de savoir si elle peut construire le moyeu. Les aéroports indiens s'améliorent, mais le hubbing reste difficile. Delhi et Mumbai font face à la congestion, à des contraintes de créneaux et à des problèmes d'espace aérien. Bengaluru et Hyderabad pourraient devenir de futurs hubs, mais ils ont besoin d'envergure. L'Inde possède de gigantesques aéroports. Les gigantesques aéroports ne deviennent pas automatiquement de grands hubs. En août 2024, Indigo a annoncé Indigo Stretch, un véritable produit classe affaires. Le premier A321 Neo équipé de Stretch est entré en service en novembre 2024. L'équipement offre un pas de 38 pouces, une largeur de 21,3 pouces, une inclinaison de 5 pouces et une alimentation USB-C de 60 watts. Les passagers reçoivent des coffrets repas végétariens gratuits conçus par Oberoi Hotels, un enregistrement prioritaire et un embarquement à tout moment. Sur un vol intérieur de 2 heures, les passagers peuvent pardonner la simplicité. Sur un vol de 9 heures vers l'Europe, le produit commence à compter. Dès l'instant où Indigo installe une véritable classe affaires, la compagnie cesse d'être simplement Indigo avec des avions plus grands. Indigo ne se bat pas seulement contre le Golfe, elle se bat contre une Air India reconstruite. En 2023, Air India a annoncé une commande de 470 appareils d'une valeur de 70 milliards de dollars au prix catalogue. 250 chez Airbus, dont des A350-900, des A350-1000 et A320 Neo, et 220 chez Boeing, dont des 787, 777X et 737 MAX. La fusion avec Vistara a été finalisée le 12 novembre 2024. Air India Express et X-Connect ont fusionné le 1er octobre 2024. Le groupe Air India exploitait alors une flotte combinée de 300 appareils, desservant 55 destinations intérieures et 48 destinations internationales. Cela confère à Air India un apport domestique, des gros porteurs internationaux, une refonte de marque premium, la culture de service plus solide de Vistara, le soutien de Tata et l'adhésion à Star Alliance. Indigo se lance dans le long courrier au moment précis où Air India tente enfin de ne plus être la risée du secteur. Air India maîtrise le long courrier mais doit se réformer.
Indigo maîtrise l'exécution mais doit apprendre le long courrier. Une nouvelle menace structurelle émerge d'Arabie Saoudite. Soutenue par le Fonds public d'investissement, Riyad Air prévoit de lancer des vols vers les grandes villes indiennes. Elle exploitera des Boeing 787-9 et, à terme, des A321 Neo explicitement conçus pour rivaliser sur le trafic de correspondance entre l'Inde et l'Ouest. Au moment même où l'Inde tente de reconquérir ses passagers long courrier, l'Arabie Saoudite construit un nouveau hub pour les capter. Riyad Air vient s'ajouter à un terrain déjà bien encombré. Emirates, Qatar Airways, Etihad, Saudia, Gulf Air, Turkish Airlines, juste au-delà du Golfe. Pour Indigo, Riyad Air est un problème d'avenir, mais elle pourrait devenir un autre concurrent en vol avec une seule escale vers l'Europe, l'Afrique et l'Amérique du Nord. Début mars 2026, l'escalade des conflits au Moyen-Orient a entraîné de sévères fermetures d'espaces aériens en Iran, en Irak et dans le Golfe. Étant donné que les 787 de Norse étaient exploités selon les règles de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, ils étaient strictement tenus de respecter les avis de l'EASA interdisant les vols au-dessus des zones de conflit. Combiné aux restrictions existantes de l'espace aérien pakistanais, Indigo s'est retrouvé sans aucune route aérienne commercialement viable vers l'Europe par l'ouest. La répétition à faible risque s'était muée en une immobilisation coûteuse. Quelques mois plus tôt, en décembre 2025, Indigo avait subi un effondrement opérationnel à la suite de la révision des limitations du temps de service de vol de la DGCA qui plafonnait le temps de vol des pilotes à 8 heures par jour et imposait 48 heures de repos hebdomadaire continu. Indigo n'a pas su constituer de marge opérationnelle suffisante, annulant des milliers de vols et en retardant des milliers d'autres. La DGCA a infligé des sanctions. Le PDG Peter Elbers a démissionné en mars 2026. Le conseil d'administration a nommé Willie Walsh, l'ancien dirigeant d'IAG et directeur général de l'IATA, connu dans tout le secteur sous le surnom de Slasher pour sa discipline en matière de coûts, pour prendre les rênes en août 2026. Le danger est qu'Indigo achète les appareils avant d'avoir pleinement validé le modèle long courrier. Alors pourquoi Indigo fait-elle cela ? Voyez-vous, la stratégie gros porteur d'Indigo ne cherche pas à devenir Emirates. Emirates continuera de transporter des millions de passagers via Dubaï. Qatar Airways continuera de dominer Doha. Ces transporteurs desservent des passagers qui souhaitent la commodité d'une seule escale à des prix compétitifs. Ce qu'Indigo construit est une proposition différente. Un transporteur indien alimenté par le marché intérieur offrant un accès sans escale vers les villes du monde entier à des prix inférieurs à ceux des compagnies à service complet avec des options premium hybrides pour ceux qui en ont besoin. Pour les voyageurs prêts à payer légèrement plus pour éliminer complètement l'escale, Indigo peut offrir quelque chose que les hubs du Golfe ne peuvent égaler, un service métropolitain indien direct soutenu par un réseau d'alimentation domestique. Les 60 gros porteurs ne rivalisent pas en volume avec Emirates. Ils démultiplient l'influence stratégique. Ils établissent un positionnement de marque qui soutient l'ensemble de l'expansion internationale d'Indigo. Ils signalent aux clients corporatifs, au gouvernement et aux partenaires qu'Indigo est une compagnie aérienne mondiale. La faiblesse d'Indigo réside dans la couverture de son réseau long courrier. Les partenariats aident à résoudre ce problème. Indigo s'est associé à Turkish Airlines pour assurer la connectivité avec l'Europe via Istanbul. La compagnie a signé des protocoles d'accord avec Delta, Air France, KLM et Virgin Atlantic pour améliorer la connectivité entre l'Inde, l'Europe et l'Amérique du Nord. Indigo n'a peut-être pas besoin de desservir elle-même toutes les destinations. Elle peut s'appuyer sur ses partenaires pour acheminer les passagers au-delà de l'Europe, accéder à l'Amérique du Nord sans lancer de route ultra long courrier risquée, renforcer la valeur de son programme de fidélité et améliorer sa pertinence auprès des entreprises. Les A350 d'Indigo lui permettront peut-être d'atteindre l'Europe. Ses partenaires pourraient être ceux qui emmèneront les passagers au-delà. La plupart des transporteurs étrangers ne peuvent pas facilement reproduire la position émergente d'Indigo. Bâtir une part de marché domestique en Inde prend des décennies. Sécuriser des créneaux dans les aéroports indiens congestionnés exige des investissements soutenus. Établir la confiance de la marque auprès d'une population de plus d'1 milliard d'habitants est un travail générationnel.
Pourtant, chaque transporteur du Golfe, chaque compagnie porte-drapeau européenne et Air India doivent désormais tenir compte de ce qu'Indigo est en train de démontrer. L'hypothèse selon laquelle le long courrier indien appartient aux hubs étrangers n'est plus absolue. L'hypothèse selon laquelle les transporteurs à bas coût ne peuvent pas évoluer en opérateurs long courriers hybrides est mise à l'épreuve à une échelle sans précédent. Les hubs de Dubaï, Doha et Abu Dhabi ont été construits sur le trafic indien. Ce trafic indien devient moins captif lorsqu'un transporteur indien propose des alternatives sans escale soutenues par un apport domestique. L'Inde veut que les transporteurs indiens transportent davantage de passagers indiens. Capter le trafic long courrier signifie plus d'emplois, plus d'avions basés en Inde, plus de potentiel MRO, plus de revenus aéroportuaires, plus de contrôle touristique, plus de connectivité stratégique. Air India et Indigo ne sont pas simplement des histoires de compagnies aériennes. Elles font partie de l'ambition plus large de l'Inde de devenir une puissance aéronautique mondiale. En 2006, Indigo a passé sa première commande de 100 monocouloirs parce qu'il n'existait aucune autre voie pour atteindre une certaine envergure dans un marché dominé par des transporteurs nationaux en déroute. Cette commande relevait de la discipline, non de l'ambition. La voie choisie était celle de la rentabilité par une simplicité implacable. 2 décennies plus tard, les 60 A350 représentent l'inverse. Non pas un compromis dicté par les circonstances, mais un choix délibéré de construire quelque chose qui n'existait pas. Une compagnie aérienne indienne à bas coût évoluant vers une compagnie hybride mondiale, alimentée par le plus grand monopole domestique au monde, protégée par des restrictions bilatérales sélectives, sécurisée par des partenariats et testée au préalable par des répétitions en location avec équipage. Lorsque ces premiers A350 entreront en service en 2027, ils transporteront des passagers sur des routes qu'il a fallu près de 20 ans de discipline opérationnelle pour rendre possible. 60 gros porteurs, une poignée de grandes destinations intercontinentales, des fréquences limitées et la preuve que les changements les plus marquants dans l'aviation ne nécessitent parfois pas des centaines d'avions. Parfois, ils exigent de la discipline, une domination domestique et la volonté de parier qu'une compagnie aérienne bâtie sur le refus de la complexité peut enfin en absorber la juste dose.